Ils sont tous d'accord pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre dans les différentes entreprises. Les patrons des entreprises de la sécurité privée, à travers la signature et l'adoption de ce plan d'action en sécurité et santé au travail, s'engagent à protéger tous les employés. Plusieurs résolutions ont été prises à cet effet, notamment la déclaration et l'immatriculation des entreprises de sécurité et des salariés à la Caisse nationale de prévoyance sociale et à la Caisse nationale d'assurance maladie. Les agents de sécurité sont exposés à des multiples risques. Si la CNPS vient vers nous et que nous allons vers la CNPS de la manière commune pour dégager une synergie et protéger nos agents, je pense que c'est une joie qui nous anime ce matin. L'appel que j'ai à lancer, c'est de dire à tous les confrères que hier, nous étions dans le gardiennage passif. Aujourd'hui, nous sommes dans le gardiennage actif. Et que chacun prenne ses responsabilités lorsque vous engagez un agent. Le même jour qu'il est engagé, il doit être déclaré à la CNPS ce même jour. Et c'est ce qui est important. Initiatrice de cette rencontre, la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire entend améliorer les conditions de travail dans les entreprises de sécurité privée. À partir de maintenant, nous avons convenu avec eux que nous allons procéder à des contrôles dans leurs entreprises qui fonctionnent avec des travailleurs. Nous allons procéder avec eux à l'installation des comités d'hygiène de sécurité des conditions de travail pour permettre aux travailleurs, au personnel d'être impliqués sur les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité et enfin former, n'est-ce pas, ce personnel et même l'encadrement aussi sur les dispositions en matière d'hygiène et de sécurité pour améliorer les pratiques, réduire les accidents de travail et améliorer la productivité de ces sociétés. Après l'adoption du plan d'action en sécurité et santé au travail, il reste maintenant à le mettre en œuvre. Quant à la signature de la charte en sécurité et santé au travail du secteur de la sécurité privée, les différentes parties ont décidé de se donner un temps de réflexion pour faire des propositions additives bénéfiques à tous. Le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafoua Coulibaly était l'invité de la première édition du Twins Time, tribune d'échange initiée par le Comité de concertation État-secteur privé, CCESP. Pour cette première édition axée sur le thème agribusiness et investissement agricole en Côte d'Ivoire, le ministre a encouragé le financement privé afin de sortir l'agriculture de la léthargie face aux insuffisances certaines de l'État ivoirien à y parvenir. L'orateur a abordé notamment le contexte et le cadre, les objectifs et résultats attendus, le financement et l'investissement agricole, la fiscalité et la parafiscalité, la production des petits producteurs et des travailleurs, la sécurisation foncière, la commercialisation et la diversification, la formation, l'assistance et l'encadrement agricole. Tout le monde sait que le président Houphouët-Boigny était un libéral. Mais en 1960, quand il a fait le choix judicieux de consacrer la priorité et de reposer le développement de notre pays sur le secteur agricole, il a fait deux constats qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est que on n'avait pas un secteur privé, vraiment, on sortait de l'emploi qui soit capable tout de suite d'impulser, de prendre en main le département. Deuxièmement, il n'y avait pas de capitaux privés pour supporter cela. Donc le président a choisi, bien que nous soyons dans une économie libérale, que ce soit l'État qui impulse le développement. Et ça, c'est important à rappeler. En faisant quoi? En consacrant non seulement des ressources conséquentes, publiques, au secteur, mais pas seulement dans un rôle régalien de l'État. Mais l'État s'impliquait dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation. En faisant ce choix, bien que ce soit un libéral, la vision était claire. C'est ce que je vous ai dit au départ. L'État devrait propulser les choses. Et à un moment donné, se retirer quand le secteur privé et les organisations professionnelles agricoles seraient à même de prendre le relais. Nous pensons qu'on ne peut pas faire l'économie de préparer suffisamment des organisations professionnelles agricoles parce que ce n'est pas la vocation de l'État de rester dans les fonctions productives. D'ailleurs, l'État s'est retiré. Donc nous considérons qu'il faut absolument tout faire
pour mettre à niveau les organisations professionnelles agricoles, structurer les filières, les doter de capacités, et puis vraiment c'est elle qui s'occupe du développement. Et l'État se replie sur son rôle régalien de facilitateur du développement. Cette rencontre organisée par le Comité de concertation État-secteur privé, CCESP, à travers son magazine Twins, permet de créer un cadre d'échange entre les acteurs du secteur public et privé afin d'impulser les activités économiques. Notre ambition est de faire en sorte que l'État et le secteur privé passent ensemble de la concertation spécifique à la concertation durable. C'est-à-dire d'une concertation par problématique à une concertation stratégique, visant la transformation structurelle de notre économie qui aspire à l'émergence à l'horizon 2020. Pour y arriver, la communication apparaît comme un levier à fort impact sur le renforcement des relations entre les deux entités. Cela nous amène à développer une série d'outils dont le principal est le magazine d'information économique dénommé Twins, initié en avril 2014. Twins, canal par excellence de promotion des activités du cadre de concertation État-secteur privé, apparaît comme un outil de communication au service des acteurs publics, membres du gouvernement, administration publique et des acteurs privés, organisations patronales, professionnelles et consulaires visant à impulser l'activité économique. Vive satisfaction au niveau des participants qui voient en cette initiative un cadre efficace d'information et d'échange. J'ai eu la chance de participer à la rencontre de ce soir et j'ai été très émerveillé par ce qui s'est passé, surtout les réponses de Monsieur le ministre, qui étaient, disons, qui m'ont donné beaucoup de satisfaction. Parce qu'à travers ça, on voit que le secteur public commence à s'intéresser vraiment au secteur privé. Et comme c'est le secteur privé qui peut booster l'économie, je pense que c'est bon que le secteur privé aussi s'imprègne des prévisions, des réflexions du secteur public, et de façon à ce que nous travaillions de concert et qu'on puisse aller tous ensemble de l'avant. Conscient que le secteur privé constitue dans toutes les économies modernes le véritable moteur de croissance, le gouvernement ivoirien a fait de la promotion du secteur privé l'un des axes stratégiques de sa politique de développement économique. C'est dans le but de structurer de manière efficace et permanente le dialogue entre l'État et le secteur privé autour des questions d'intérêt commun que le comité de concertation État-secteur privé a été mis sur place. Sans infrastructure routière, point de développement. C'est en ces termes que l'ensemble des intervenants à la 4e édition du Club Mobilité de ActuRoute ont salué la reprise des réalisations et réhabilitations d'infrastructures routières partout en Côte d'Ivoire. Après une décennie d'absence ou de raté d'investissement public dans le secteur, toutefois, le transport terrestre ivoirien est confronté à de nombreux problèmes qui entravent la fluidité. Aujourd'hui à Abidjan, il n'est pas rare d'assister à l'installation anarchique de commerces, de garages ou même de gares sur les routes. À l'intérieur du pays, la route sert d'espace de séchage de certains produits agricoles tels que le riz, le mil, le café ou le cacao. Face à tous ces freins à la liberté de circulation, quelques recommandations ont été faites et des projets annoncés. Vous avez remarqué qu'il y a l'occupation anarchique des voies. On met des commerces, on met des garages, on abandonne des véhicules. Abidjan a un problème à ce niveau-là. Et en ce moment, nous avons proposé la création d'une grande fourrière pour le district d'Abidjan afin de retirer tous ces épaves-là de véhicules et les mettre dans la grande fourrière. Deuxième projet, c'est de créer des parkings dans toutes les communes. Tant que faire se pourra, on va créer des parkings à plusieurs niveaux s'il le faut, afin que les voies soient dégagées et qu'il y ait une certaine fluidité. Il faut travailler à prolonger la durée de vie des infrastructures. Pourquoi cela? Parce que les travaux de certaines voiries ont été menés souvent avec beaucoup de promotion à la télé, dans les médias,
Mais 3-4 mois après, on se rend compte que la voie a disparu. Est-ce qu'il faut améliorer le contrôle? Est-ce qu'il faut remettre en cause la compétence de nos structures qui font ces routes? Nous pensons qu'il y a une réflexion à mener. Et la seconde proposition, c'était, n'est-ce pas, c'est l'implication, n'est-ce pas? Il faut créer des cadres d'échange entre les décideurs et les populations. Parce que même si vous faites une bonne voie et que vous prenez des décisions au niveau de la fluidité et tout, si les populations ne comprennent pas votre décision, il y a souvent des hésitations à les mettre en application. Et donc la société civile souhaite qu'il y ait véritablement des échanges entre les décideurs et les populations qui finalement sont les usagers et sont mais si vous voulez bien, sont les acteurs principaux de toutes les grandes décisions qui seront prises dans les grands bureaux à Abidjan. Une autre entrave non moins importante a été évoquée à cette rencontre, le phénomène de coupeurs de route. Pour les forces de défense et de sécurité, le bon état des infrastructures routières est l'une des solutions pour éradiquer ce fléau. Chaque jour, nous déployons les différentes techniques d'enquête pour faire face aux phénomènes que nous connaissons, qui sont les coupeurs de route. Mais nous croyons que la qualité des routes permet de réduire l'insécurité. Par exemple, le coupeur de route, il opère moins sur l'autoroute du Nord, qui court environ 200 km, où les voitures vont à une certaine vitesse. C'est difficile de couper la route à ce niveau. Mais lorsque les routes ne sont pas faites, le risque, les menaces, la vulnérabilité augmentent dans ces lieux-là. Nous déployons beaucoup plus de stratégies de surveillance sur les axes pour empêcher les freins à la libre circulation des personnes et des biens. Pour le représentant du ministère des Transports, par ailleurs secrétaire général de l'Observatoire de la fluidité des transports, OFT, les nouvelles autorités ivoiriennes ont vu juste en décidant de doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures routières en quantité et en qualité. Le coût de la non-réalisation, le coût de faire des mauvais choix est plus élevé et plus désastreux que de faire l'effort aujourd'hui d'organisation, de faire l'effort aujourd'hui de faire les investissements qu'il faut, de faire l'effort aujourd'hui de supporter avec encore un peu de patience pour que, une fois que les infrastructures sont installées, nous puissions ensemble créer ce que nous appelons aujourd'hui la richesse, à travers la multiplication maintenant des PME, à travers la facilitation avec laquelle les PME qui sont installées par exemple à Yopougon pourront atteindre Accra grâce aux différents programmes qui sont installés. Donc plus les entreprises seront compétitives, plus l'économie nationale s'en portera mieux et plus elles vont embaucher. Donc voici la phase à laquelle nous sommes arrivés. Et c'est la perspective la plus importante aujourd'hui où la Côte d'Ivoire est face à son destin. Initiateur de cette rencontre, Barthélémy Kouadio, directeur général de ActuRoute, a jugé indispensable de dresser le bilan des routes et transports en Côte d'Ivoire et d'envisager les perspectives dans le secteur à la veille des prochaines échéances électorales. Nous, notre domaine, c'est la route, c'est les transports, c'est plus précisément l'information sur les routes et les transports. Et nous voulons contribuer à une saine exploitation des routes et des transports. Nous voulions que les routes et les transports constituent effectivement un moteur de développement et que les freins, les difficultés que nous connaissons aujourd'hui puissent être de plus en plus nettoyés, si je peux m'exprimer ainsi, et que arrive vraiment un vrai développement qui tienne compte des améliorations voulues par le peuple. Aujourd'hui, tous les experts du secteur routier sont unanimes. Pour faciliter le déplacement des personnes et des biens, il est nécessaire de créer beaucoup plus d'infrastructures routières nationales et inter-États. Mais il est surtout impératif que tous les usagers de la route respectent le code de la route et fassent preuve de discipline. Selon les statistiques, la Côte d'Ivoire compte 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Vu ces chiffres alarmants, les professions de santé doivent faire leur mue et les sages-femmes de Côte d'Ivoire l'ont compris.
Elles ont désormais leur présidente nationale de l'Ordre des sages-femmes et maïticiens de Côte d'Ivoire. Entourée de son bureau, la présidente nationale de l'Ordre des sages-femmes et maïticiens de Côte d'Ivoire est déterminée à mettre tout en œuvre pour redorer l'image de la profession de sage-femme en Côte d'Ivoire. Le rôle, c'est de veiller à l'application des règles et des principes de loi au sein de la profession, de veiller au bon fonctionnement de l'ordre, mais de faire la promotion de l'ordre au niveau national et au niveau international, et de faire la promotion de la profession de sage-femme, tant en Côte d'Ivoire qu'au niveau international. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers son représentant, a apporté son soutien à ce premier bureau de l'Ordre des sages-femmes et maïticiens de Côte d'Ivoire. On a la vie des femmes entre nos mains. On doit faire en sorte que ça soit bien réglementé et que les sages-femmes revoient un peu leur travail. C'est pas facile, mais dans tous les cas, nous sommes encadrés. Nous accompagner jusqu'au bout et on espère que le chiffre de 614 naissances, décès maternels pour 100 000 naissances, on va pouvoir les réduire d'ici 1 an au maximum pour retomber autour de 400. C'est l'idéal pour nous. Heureuse de cet instrument historique qu'elle vient d'acquérir, la grande famille des sages-femmes et maïticiens de Côte d'Ivoire attend beaucoup de leur nouvelle présidente. Aujourd'hui, c'est un événement très heureux pour moi et pour toutes les sages-femmes de Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui fait l'élection de nos présidents de l'Ordre des sages-femmes. Depuis longtemps, on aspirait à ce projet et voilà qu'aujourd'hui c'est devenu une réalité. À la présidente, je lui demande d'être vraiment courageuse parce qu'elle est la présidente de toutes les sages-femmes de Côte d'Ivoire. Bon, j'attends de ma présidente, en tout cas, qu'elle sillonne toute la Côte d'Ivoire pour dire ce que c'est que l'ordre aux autres sages-femmes qui sont restées, qui ne savent pas ce que c'est que l'ordre. Parce que moi-même, je ne savais pas ce que c'est que l'ordre. C'est maintenant que je sais ce que c'est. Donc il faut qu'elle sillonne pour pouvoir interpeller un peu nos collègues, savoir ce qu'il faut faire. Une sage-femme doit faire, savoir ce qu'une sage-femme ne doit pas faire pour qu'elles exercent correctement et qu'il n'y ait plus de rancune et d'injures envers nous. Durant ces 3 années à la tête du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes et maïticiens de Côte d'Ivoire, la présidente et son bureau auront pour mission, entre autres, de réglementer et contrôler l'exercice du métier de sage-femme et maïticien de Côte d'Ivoire, de veiller au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement.